que c'est un cap, pour ainsi dire, historique qui est franchi ce soir. La fin de cette époque cette parenthèse à peu près enchantée du point de vue, disons, de l'équilibre de la terreur. Depuis 87, Reagan et Gorbatchev qui avaient signé le traité de limitation des armes intermédiaires. Cette fois, on en est complètement sorti. Alors, ils se portaient déjà très mal, mais c'est Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie, qui confirme. Il est clair aujourd'hui que notre moratoire sur le déploiement de missiles à courte et moyenne portée n'est plus viable dans la pratique et devra être abandonné. C'est vraiment un moment historique. C'est-à-dire, c'est la première fois depuis 87, on a tout le résultat, disons, de cette fin, de ce qui était le grand accord pour... Le dernier accord qui reste, c'est pas celui-là, puisque celui-là, je veux dire, la communauté des gens qui suivent leur actualité a déjà fait une croix dessus depuis un moment. C'est d'ailleurs Trump qui avait commencé, face à ce que faisaient les Russes en face. Mais là, donc, Lavrov prend acte. Il ne reste plus que le traité START qui limite les armes déployées. Donc, et celui-là, il reste 2 ans à vivre avant la fin du temps imparti. Donc, le retour en arrière. Comment il serait renouvelé. Je rappelle pour ceux qui l'ignoraient, on va parler plus tard de là, vous étiez au cœur de la dissuasion nucléaire française. Dans quelques instants, on va rendre hommage au général de Gaulle avec un documentaire exceptionnel sur l'héritage qu'il représente à tous égards. Mais cette image-là, ça c'était 87. Gorbatchev, le soviétique, et Reagan, l'américain, qui sortait quand même de la guerre froide en partie. Oui, c'était le fait qu'on renonçait vraiment à s'affronter, on acceptait de rentrer dans un système multilatéral, c'est-à-dire où des gens s'accordent pour limiter leur puissance en disant on n'a pas besoin de plus d'armes que ce qu'on a déjà. Donc ça allait dans le bon sens, dans le sens voulu par le traité de non-prolifération qui considère que les forces nucléaires sont légitimes à condition qu'on s'engage sur la voie du désarmement. Tout ça, c'est déjà complètement oublié. Enfin, c'est pas oublié, mais ça n'est plus en pratique. Expliquez-nous bien, ces armes à moyenne portée, est-ce que c'est juste de comprendre que c'est celles qui visent l'Europe en réalité ? Alors oui, c'est effectivement ce qui les distingue des armes intercontinentales. Les armes à moyenne portée, c'est fait pour rester sur le même continent. Donc on parle bien là du continent européen. Donc et c'est bien toujours le même message adressé non seulement aux Américains, mais au premier rang aux Européens, pour leur dire choisissez votre camp et ne prenez pas des risques inconsidérés en vous attaquant à la Russie ou en lui faisant du mal. Est-ce qu'il y a le risque que l'Europe se retrouve démunie ? À l'époque, on comptait évidemment beaucoup sur les Américains, c'était la crise des SS-20 contre les Pershing. Aujourd'hui, il y a Trump. Et aujourd'hui, du côté des Russes, c'est l'Oreshnik. D'ailleurs, Lavrov s'en vante. Le récent test du dernier système hypersonique à moyenne portée, Oreshnik, réalisé par nous dans les conditions de combat, démontre de manière convaincante nos capacités et notre détermination dans la mise en œuvre. Oui. Bon, dans les conditions de combat, pas tout à fait, parce qu'il n'avait pas de charge, mais oui, ça me montre ça rappelle plus exactement leur puissance dans le domaine des missiles balistiques, ça c'est pas absolument clair. Et maintenant, le problème, c'est qu'effectivement, avec l'arrivée de Trump et le fait qu'il avait dit qu'il pourrait éventuellement lâcher les pays européens qui feraient pas un effort suffisant, voilà, ça entre une incertitude qui n'est pas bonne en matière de dissuasion. Dans la dissuasion, ce qui est important, c'est d'avoir des positions franches. Vous étiez, je ne sais pas quel souvenir vous avez-vous de, par exemple, 83, quand Mitterrand dit les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est. Ça a été dans nos générations un moment très important. Oui, un moment très important où on a dit bon, maintenant ça suffit, il faut qu'on ait un sursaut. Et les Américains, de ce côté-là, ont eu des positions très fermes qui ont permis d'aller jusqu'à la victoire, tandis que les Américains ont à cette époque gagné la guerre des étoiles. Gagner la guerre des étoiles parce qu'ils avaient fait l'effort technologique, l'effort financier suffisant pour pouvoir menacer la Russie directement, et elle n'était plus capable de suivre. Est-ce que ça montre que la fermeté paie ? Reagan, Thatcher était tellement ferme, n'est-ce pas, face aux Soviétiques, alors que d'autres, comme maintenant, disaient... Aux Soviétiques et aux Argentins. Oui, et aux Argentins, voilà. Oui, la fermeté paye face aux dictatures. Il n'y a que ça qu'ils comprennent. Il ne faut pas oublier qu'ils sont arrivés au pouvoir par la force, et que par conséquent, la force est pour eux quelque chose de déterminant. Regardez comment le ton évolue, c'est plus du tout le ton soviétique, c'est une autre façon de défier l'Occident, avec des moyens de propagande différents. Ils se moquent du Père Noël, en l'occurrence, c'est une séquence assez inouïe où ils opposent le Père Noël, disons, occidental, anglo-saxon, au bonhomme janvier d'Ed Morose russe, diffusé par des chaînes pro-gouvernementales russes, et si on regarde bien dans le traîneau, ce sont des armes de l'OTAN.
Russes, voici vos cadeaux. Bonne année à tous. Oh mon Dieu! C'est tout? C'est tout, cible détruite. C'est ça. Nous n'avons besoin de rien d'étranger dans notre ciel. Bonne année. Toi aussi, grand-père. Bonne année à tous. On comprend Amiral. l'inquiétude du président d'Azerbaïdjan. Oui, absolument. Après Plus le tir rien sur la- d'étranger dans notre ciel. Ouais. Il y a tout dans cette séquence, effectivement. Il y a ce que vous dites, il y a le nationalisme, la revendication nationaliste en plus du reste. Oui, tout à fait. Et puis là, on voit à quel point la guerre de communication a pris le dessus, a pris une importance considérable dans ce conflit. Il y a un front sur les moyens de communication, comme il y a un front dans l'espace, comme il y a un front sur le terrain, c'est certain. On parle souvent de guerre hybride, mais la guerre hybride, c'est vraiment l'ensemble des domaines de l'activité humaine, aussi bien la communication que l'économie que la guerre. On découvrira tout à l'heure ce documentaire tout à fait remarquable sur le général de Gaulle, l'homme que tant de gens voulaient abattre. Comment dire, la force morale, la force d'âme du général de Gaulle qui fait que la France est devenue une grande puissance nucléaire dans le dialogue des puissances, de se faire respecter. Oui, il avait dit en 1959 à l'IHEDN, il faut que la défense de la France soit française. En conséquence, il faut se doter d'une force de frappe susceptible de se déployer à tout moment et n'importe où. L'essentiel de cette force sera évidemment un armement atomique. 1959. Donc on n'y est pas encore, puisque ça arrivera qu'en 64, mais on sait bien les prémices. On voit là à quel point l'idée gaullienne a été aujourd'hui une dette de la France à l'égard du général de Gaulle, dans le nucléaire civil, mais surtout là, dans le nucléaire, le domaine nucléaire militaire. Et il ne faut pas oublier que la première fois qu'il en a entendu parler, je dirais officiellement, c'était en 1944 à Ottawa par des savants français qui travaillaient de fait sur le programme américain et qui lui avaient dit il va se passer quelque chose bientôt. Donc, et dès 1945, il crée le commissariat à l'énergie atomique, à la fois sur le rôle dual, civil et militaire. Donc après, il va laisser le pouvoir. La 4e République prend la suite et lui va l'achever. Et il dira même, quand il s'agit de faire la bombe H, il va dire, c'est M. Mesmer qui rapporte ça, il dit qu'il veut aller jusqu'au bout des essais de la bombe H et ensuite il passera la main. Mais s'il ne le fait pas, les gens qui suivent n'oseront jamais la faire. Et de fait, il va la terminer en 68 et il quittera le pouvoir en 69. On mesure à quel point on est vraiment dans l'âge nucléaire. Vous qui avez été dans le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, caché dans l'océan pendant un certain nombre de semaines ou de mois même, vous êtes au cœur de tout ça. On est ou non une grande puissance nucléaire encore aujourd'hui. Et surtout, elle est indépendante. C'est-à-dire qu'on ne dépend pas des Américains pour cette puissance, aussi bien dans la fabrication des engins, dans la réalisation des sous-marins, je parle de ce que je connais, que dans toute la chaîne de commandement qui permet de prendre cette décision. Et on n'est pas nombreux dans ce cas-là. Le retour de la guerre froide, c'est ce qui se passe en mer Baltique. Il y a beaucoup d'images, de nouvelles extrêmement impressionnantes. L'arraisonnement de ce navire russe, l'Eagle S, en mer Baltique. C'est le navire qui est accusé d'avoir détruit un câble. Alors là, on est très proche aussi de ce que vous connaissez de très près. Et on va voir les images dans quelques instants. C'est très impressionnant. Les Finlandais ont mené une opération commando, c'est-à-dire ils descendent sur le pont du bateau pour prendre autorité sur le navire russe. Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est un abordage en haute mer pour un bateau qui est suspecté, ou je dirais qu'on a des indices concordants sur le fait qu'effectivement il a détruit un câble qui ravitaillait en électricité l'Estonie à partir de la Finlande. Donc à partir du moment où on a identifié ce bateau, on est pratiquement sûr qu'il est coupable, on va l'arraisonner et l'emmener dans un port, en l'occurrence finlandais, et là c'est la justice qui prend le relais. Les marins qui sont à bord sont pris par la police et le bâtiment est confisqué. Bon, ce bâtiment est un bâtiment qui était immatriculé dans les îles Cocos, qui sont un pavillon de complaisance, donc il n'y a pas de protection du pavillon, de fait, et le propriétaire, par contre, a été identifié comme étant un oligarque russe, manifestement.